Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on plonge dans un roman absolument magnifique et révolutionnaire pour son époque. Lettre d'une Péruvienne de Françoise de Graffigny. Publié en 1747, ce livre nous raconte l'histoire de Zilia, une jeune vierge du soleil, arrachée à son Pérou natal après la conquête espagnole. Imaginez un peu, vous vivez paisiblement, au cœur de l'empire Inca, promise à l'homme que vous aimez, l'Inca Asa. Et soudain, des étrangers débarquent, détruisent d'actes votre monde et vous emmènent de force sur un navire vers l'inconnu. C'est le destin tragique de Zilia. Son seul réconfort, son unique lien avec son passé, ce sont les quipos, ces fameuses cordelettes à nœuds, qui lui servent à écrire des lettres à son bien-aimé. À travers ses yeux, on va découvrir le choc des cultures, la condition des femmes au XVIIIe siècle et une quête de liberté incroyablement moderne. Dès le début de son voyage forcé, Zilia est trop confrontée à la violence des conquérants espagnols. Mais le navire est attaqué par des Français. Et c'est là qu'elle rencontre d'Eterville, un jeune officier qui va changer sa vie. Contrairement aux autres, il la traite avec douceur et respect. Il la soigne, essaie de communiquer avec elle, fasciné par cette jeune femme venue d'un monde si différent. Pour Zilia, tout est nouveau, tout est étrange. Elle ne comprend ni la langue ni les coutumes. Elle est comme une observatrice silencieuse, une étrangère absolue. Ce voyage en mer est une transition douloureuse, un passage d'un monde à un autre, où elle perd tous ses repères. Les quipots qu'elle noue avec application sont le fil ténu qui la rattache à Asa, à son identité, à tout ce qu'elle a perdu. C'est sa manière de ne pas sombrer, de préserver sa mémoire et son amour. Une fois arrivée en France, le choc est encore plus grand. Zilia est accueillie dans la famille de d'Eterville, et c'est à travers son regard neuf et sans préjugés que nous découvrons la société parisienne du siècle des Lumières. Imaginez sa surprise devant un miroir, cet objet qui lui renvoie son propre reflet pour la première fois, ou son incompréhension face aux codes sociaux, à la superficialité des conversations, à cette agitation constante qu'elle ne comprend pas. Elle décrit la vie parisienne comme un grand théâtre où tout le monde joue un rôle. Les gens semblent plus préoccupés par leur apparence que par leur véritable être. Les femmes, en particulier, lui paraissent comme des poupées magnifiquement habillées, mais privées de liberté et d'éducation. Elle compare leur situation à sa propre captivité, se demandant si elles sont vraiment plus libres qu'elle. Pendant ce temps, sa relation avec d'Eterville évolue. Il n'est plus seulement son sauveur. Il devient son guide, son professeur, son ami le plus cher. Il lui apprend le français, lui donne accès à une immense bibliothèque. Et c'est là que Zilia va véritablement naître à elle-même. La lecture devient son émancipation. Elle dévore les livres, découvre la philosophie, l'histoire, la science. Son esprit s'ouvre, s'aiguise. Elle ne se contente pas d'apprendre, elle analyse, elle critique. Elle porte un regard lucide sur la société française, ses contradictions, ses injustices. Elle s'interroge sur la religion, le pouvoir, le mariage. Elle se rend compte que les femmes en France sont prisonnières d'un autre type de cage, celle des conventions sociales, de la dépendance économique et de l'ignorance dans laquelle on les maintient. Son regard d'étrangère devient un puissant outil de critique sociale. d'Eterville, touché par son intelligence et sa sensibilité, tombe profondément amoureux d'elle. Il la demande en mariage, lui promettant une vie confortable et protégée. Mais Zilia, malgré toute l'affection qu'elle lui porte, a toujours son cœur tourné vers Asa. Elle vit dans l'attente de le retrouver, persuadée que leur amour est la seule chose qui compte. Pour elle, d'Eterville est un ami précieux, un frère, mais pas l'homme de sa vie. Elle refuse poliment sa proposition, s'accrochant à l'espoir de revoir un jour son fiancé péruvien. C'est un moment clé du roman, où l'on voit que Zilia n'est pas une femme qui se laisse dicter ses choix, même par la reconnaissance ou la perspective d'une vie plus facile. Sa fidélité à Asa est le symbole de sa propre intégrité. Puis un jour, la nouvelle tant attendue arrive. Asa est vivant. Il est en Espagne. L'espoir de Zilia renaît, plus fort que jamais. Une correspondance s'engage enfin entre eux, mais la joie est de courte durée. Les lettres d'Asa sont froides, distantes. Il lui explique qu'il s'est adapté à sa nouvelle vie, qu'il a adopté la religion et les coutumes européennes, et qu'il va même se marier avec une Espagnole. Pour lui, leur passé commun n'est plus qu'un lointain souvenir. C'est un coup terrible pour Zilia. Ce n'est pas seulement un chagrin d'amour, c'est la perte de son dernier lien avec son monde d'origine.
L'homme qui était le centre de sa vie, la raison de son attente, ne la reconnaît plus. Il a trahi non seulement leur amour, mais aussi leur culture, leur peuple. C'est la fin d'une illusion. Face à cette immense déception, Zilia aurait pu sombrer dans le désespoir. Elle aurait pu accepter la proposition de d'Eterville, se réfugier dans un mariage de convenance. Mais c'est là que le personnage révèle toute sa force et sa modernité. Elle refuse de se définir par l'amour d'un homme, qu'il soit perdu ou présent. Elle choisit une troisième voie, une voie radicale pour l'époque, l'indépendance. Elle écrit à d'Eterville une dernière lettre, non pas pour accepter son amour passionné, mais pour lui proposer une amitié pure et profonde. Une relation basée sur le respect mutuel, l'échange intellectuel et la tranquillité de l'âme. Elle lui explique qu'elle ne veut plus être dépendante de personne. Grâce à une partie de la fortune de d'Eterville qu'elle accepte, elle s'achète une petite maison à la campagne. Elle ne se retire pas du monde pour pleurer son amour perdu, mais pour créer son propre espace de liberté. Un lieu où elle pourra se consacrer à l'étude, à la réflexion, à l'écriture. Elle transforme sa douleur en force créatrice. Elle renonce à la passion amoureuse qu'elle juge trop instable et aliénante, au profit d'une vie de l'esprit, une vie de vertu et de connaissance. C'est un choix philosophique, presque stoïcien. Elle décide d'être heureuse par elle-même, pour elle-même. La fin du roman est absolument sublime. Zilia, cette femme qui a tout perdu, trouve finalement le bonheur, non pas dans le retour à son passé ou dans l'amour d'un homme, mais dans la conquête de sa propre liberté intérieure. Elle devient une figure de l'intellectuelle indépendante, une femme qui revendique le droit d'exister par sa propre pensée, en dehors des rôles que la société veut lui imposer, épouse ou religieuse. En choisissant l'amitié plutôt que l'amour et la solitude studieuse plutôt que la vie mondaine, elle accomplit une véritable révolution personnelle. Son histoire, c'est le triomphe de la raison et de la volonté sur les passions et les déterminismes sociaux. L'être d'une Péruvienne n'est pas juste un roman d'amour, c'est un manifeste pour l'éducation des femmes et pour leur droit à l'autonomie. Un message qui, plus de 250 ans plus tard, résonne encore avec une force incroyable. Voilà pour ce résumé, j'espère que ça vous a donné envie de découvrir ou de relire ce chef-d'œuvre. C'est un texte riche, émouvant et d'une intelligence folle. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ou si vous connaissez d'autres romans de cette période qui méritent d'être redécouverts. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et lisez bien. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait.